C'est encore un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver à ce rendez-vous du journal en français. Ce journal qui peut être également consulté sur le compte de la télé Renaissance et de YouTube. Et les titres pour commencer ce journal. Les conditions carcérales sont à déplorer au Burundi. Le nombre de détenus dépasse largement celui qui était prévu. Vous aurez les chiffres dans ce journal. Le Burundi, comme les autres pays de la sous-région, se prépare pour combattre l'Ebola. Le gouvernement du Burundi se dit avoir mis de fortes mesures à cette fin. La radio anglaise BBC décide finalement de fermer son bureau au Burundi après des tentatives de résoudre le différend qui l'opposait au gouvernement burundais. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Santé pour commencer ce journal. Des mesures fortes ont été prises pour protéger la population burundaise contre l'Ebola. Cette déclaration est de Tadé Ndikumana, ministre de la Santé publique, dans 24 heures seulement après qu'il s'observe à Goma en cas d'Ebola en RDC. Le ministre dit qu'il y a un laboratoire sur la frontière burundo-congolaise pour le traitement des personnes qui viennent au Burundi. Il demande en outre à la population burundaise de ne pas consommer les viandes des animaux trouvés morts. On l'écoute. Dans ces derniers 24 heures, nous avons pris note qu'il y a un cas d'Ebola dans la ville de Goma. Au Burundi, alors, nous nous sommes préparés et le Burundi a fait tout pour protéger la population. Et nous avons prédisposé des prestataires formés dans tous les sites d'entrée en provenance de la RDC et des autres pays frontaliers. Mais aussi, nous avons un laboratoire qui peut faire le diagnostic de confirmation d'Ebola. Et jusqu'à maintenant, nous avons déjà screené beaucoup de gens en provenance de la RDC. Et il y a à peu près une cinquantaine de cas suspects qui ont été mis en quarantaine et le diagnostic s'est révélé négatif. Donc nous allons redoubler de vigilance, surtout dans tous les points d'entrée. Et pour le moment, le comité d'éthique vient d'accorder un accord pour procéder à la vaccination des prestataires des soins qui travaillent dans les districts frontaliers avec la RDC. Et bientôt, on aura les vaccins qui vont venir ici au Burundi. Et les vaccins qui sont disponibles à Genève vont venir et on va procéder à la vaccination des intéressés. Nous avons un protocole qui est prêt, mais aussi nous avons déjà identifié ceux qui vont accomplir cette mission de vaccination. On compte vacciner les équipes qui sont sur la frontière, que ce soit les prestataires de soins, que ce soit les agents de la PAF, et qui travaillent au quotidien, jour et nuit à la frontière, mais aussi les prestataires qui travaillent dans les hôpitaux des districts concernés. Je tranquillise la population burundaise et nous faisons la surveillance comme l'indiquent les standards de l'OMS et jusque-là, il n'y a pas à s'inquiéter. Surtout, je demanderai à la population de toujours observer les mesures d'hygiène, d'éviter de consommer les viandes des animaux trouvés morts. Voilà, c'était le ministre de la Santé, Tadé Ndikumana. La population carcérale au Burundi a atteint des chiffres alarmants. Les 11 prisons du Burundi abritent plus de 10 000 détenus, alors que la capacité d'accueil ne dépassait pas plus de 4 000 détenus. La direction des affaires pénitentiaires reconnaît que cette surpopulation a des conséquences énormes sur le pays. C'était lors de la conférence organisée ce lundi à l'occasion de la journée dédiée à Nelson Mandela. Mais pour certains hommes des lois, il sera difficile au Burundi de trouver une solution à ce surpeuplement, dans la mesure où le pays est confronté à d'autres problèmes. Suivez le reportage de mon collègue Rodrigue Ndikumana. Les 11 prisons burundaises sont débordées. Le nombre de prisonniers dépasse de loin la capacité d'accueil. Habonimana Aloïse, le directeur juridique et administratif à la Direction générale des affaires pénitentiaires, a reconnu ce lundi, le 15 juillet 2019, que la population carcérale a atteint des proportions alarmantes. Les chiffres que nous avons, selon la situation du 11 juillet 2019, c'est la situation la plus récente parce que ce sont les chiffres de vendredi. Nous avons une population pénitentiaire de 10 745 détenus. On a 87 nourrissons, ce qui nous donne un total de 10 832
comme population pénitentiaire. 4 194 détenus à 10 832 détenus, vous voyez l'écart qu'il y a. C'est pourquoi nous parlons alors de surpopulation. Si on était dans les 4 492, il n'y aurait pas de surpopulation. Il y a deux catégories alors de détenus, vous le savez. Il y a les prévenus, mais aussi il y a les condamnés. Selon Maître Cyriaque Nibitegeka, le nombre de prisonniers a augmenté surtout à cause de la crise de 2015 suite au troisième mandat de Pierre Nkurunziza qui a conduit à beaucoup d'arrestations arbitraires. La situation de surpeuplement des prisons n'est pas nouvelle. Oui, mais on peut dire que la situation s'est aggravée avec la crise qui a commencé en 2015 parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées et détenues de façon arbitraire, notamment parce que ces personnes-là avaient manifesté leur opposition au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Donc ces personnes ont été arrêtées en masse et elles sont incarcérées de façon arbitraire. Et on voit que la même chasse à l'homme continue aujourd'hui, notamment avec la persécution des opposants, surtout dans le contexte de la fièvre préélectorale, où des personnes soupçonnées d'appartenir au parti d'opposition comme le CNL sont arrêtées et emprisonnées. Et on voit que le principe que la liberté est la règle et la détention et l'exception n'est pas respectée, parce qu'effectivement la détention, l'objectif même de la détention a été détourné pour servir des fins politiciennes. Donc aujourd'hui, on entasse déjà en prison, juste parce que elle représente des voix dissidentes par rapport à la logique de la pensée unique du parti au pouvoir. Donc par rapport à ça, il y a des garanties quand même minimales qui devraient être respectées, notamment le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. On voit que ces personnes-là croupissent en prison pendant plusieurs années, sans qu'elles fassent objet d'une instruction judiciaire et d'un jugement. Voilà, donc c'est le contexte. Il y a ce contexte-là de répression, de l'opposition et de toutes les voix dissidentes. Cette surpopulation pénitentiaire a des conséquences importantes sur les détenus eux-mêmes, mais aussi sur le pays. C'est une population carcérale qui a de lourdes conséquences. D'abord, conséquences sur le budget, mais aussi conséquences aussi sur les détenus eux-mêmes, parce qu'il y a un problème de promiscuité qui peut engendrer des maladies de toutes sortes, mais aussi les murs ne sont pas élastiques, les murs sont des murs, ils sont fixes, ne sont pas élastiques, c'est-à-dire qu'ils mettent 10 832 détenus alors qu'il devait y avoir 4 194. Vous voyez le problème que cela engendre. Personnel insuffisant parce que toute la DGAP compte 248 employés, du DG au planton, 248, avec une quarantaine d'infirmiers comme personnel d'appui. Vous voyez alors si on essaie de faire un partage équitable employé détenu, vous allez trouver un employé pour plus de 50 détenus. Vous voyez alors que la gestion de ces personnes engendre beaucoup de problèmes. Je ne parle pas d'électricité, je ne parle pas d'eau, je ne parle pas de coûts à médicaments, parce que les détenus sont comme nous, ils arrivent qu'ils soient malades. Vous entendez alors dans quelles conditions? Ce n'est pas vraiment un état des lieux enchantant.
à cette situation. Maître Cyriaque Nibitegeka reconnaît que ce gouvernement devrait trouver une solution urgente à ce problème. Mais cela ne sera pas facile car le Burundi est confronté à beaucoup de difficultés. C'est plutôt très complexe parce qu'il faut considérer le contexte du pays en général. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a la famine qui frappe la grande majorité de la population rurale. Il y a les structures de santé qui ne fonctionnent pas normalement. Il y a les infrastructures routières qui sont à ruine. Alors, je vois mal comment on va régler un problème des gens qui sont relégués au dernier plan, alors que même les problèmes de base ne sont pas réglés dans le pays. Donc voilà, ce n'est pas une question isolée. Il ne faut pas isoler le problème des prisons. Il faut replacer ce problème-là dans le contexte général, d'un pays qui apparemment est totalement... d'un État qui apparemment a totalement échoué. Le nombre de prisonniers a augmenté considérablement depuis la crise politique de 2015. La prison d'Omimba est la plus surpeuplée avec une augmentation de 200%, car elle abrite actuellement plus de 4000 détenus alors que la capacité d'accueil est de 800. Taisez-vous et vous vous emporterez mieux. C'est en quelque sorte le message du président de l'Assemblée nationale. Pascal Nyabenda s'adressait à ceux qui assistaient à une séance de prière organisée par le maire de la ville de Bujumbura. Pour Pascal Nyabenda, les moments délicats de l'approche des élections exigent de faire attention à ce que l'on dit. Le député en chef exhorte les Burundais à, je le cite, garder le secret. Écoutez-le. Bavukanye muri hano ndongozi z'amashengero muri ngaha banyakubahwa mujejwe intwaro. Chers frères et sœurs, vous représentants de l'Église et l'administration qui est ici. Si quelqu'un te dit que tu as violé en secret, c'est une insulte. Parce que chaque famille a ses propres secrets, l'Église a ses secrets, le pays a des secrets. Où que nous soyons, la discrétion est vraiment quelque chose de sacré. Surtout vous les jeunes que j'ai vus nombreux ici, sache que garder un secret, c'est vraiment quelque chose d'important. Il peut arriver que tu divulgues un secret sur le pasteur ou sur quelqu'un d'autre de l'église. Tu détruis l'église sans le savoir. Il peut arriver que tu dises quelque chose sur les autorités du pays, même s'il y a la démocratie. Il faut savoir qu'il y a des choses que tu peux dire et d'autres à ne pas dire. Chers frères et sœurs, je ne peux pas dire qu'il faut se taire, seulement il faut savoir quand il faut parler et la façon dont il faut parler. Arrêtons les rumeurs, parce que les rumeurs détruisent beaucoup de choses, que ce soit dans des associations, dans le pays, même dans les églises. Il faut qu'on sache ce qu'on dit. Restons discrets, parce qu'il n'est pas nécessaire que tout soit divulgué. Il y a des pasteurs dont les prêches font peur. Ils prétendent avoir eu des révélations, mais ces révélations causent de l'insécurité. Restons sereins, surtout dans cette période des élections. Arrêtons de dire ou écrire n'importe quoi. Restons donc discrets. C'était Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale. La radio-télévision anglaise BBC vient de décider de fermer ses bureaux au Burundi. Selon un tweet de la radio, la fermeture intervient après de mains efforts de trouver de commun accord avec le gouvernement burundais une solution au conflit qui les opposait. Le texte rappelle que la radio a été interdite de diffuser sur le sol burundais et que le gouvernement a ordonné que personne ne fournisse une quelconque information à partir du Burundi. Pour rappel, le gouvernement burundais a banni la radio anglaise suite à un film documentaire qui mettait en cause le travail des services de renseignement dans la torture et l'assassinat d'opposants dans les lieux secrets. Puis, le mois de juillet a été caractérisé par des manifestations du pouvoir contre la Radio France Internationale et RFI. La chaîne de télévision française, la TV5 Monde, ces radios et télévisions sont accusées d'avoir interviewé l'ennemi du pays qui a voulu renverser les institutions en 2015, Mme Marguerite Barankitse. Il se remarque que ceux qui participent dans ces manifestations le font à raison de la crainte de la sécurité, comme cela se trouve dans le contenu du mois d'août. Il le précise ici, Gervais Nibigira, vice-président des régions des citoyens probes, RCP en sigle, on l'écoute. On est revenu sur les manifestations qui étaient organisées par le pouvoir et la société civile dite indépendante et active. Mais nous avons remarqué que ces manifestations étaient organisées par le pouvoir en collaboration avec la société civile. Parce que nous avons vu que les discours ont été prononcés par les administratifs, surtout les gouverneurs de province. Nous avons remarqué par exemple que pendant la manifestation de contester la radio RFI,
télévision 5 Monde et le journal Le Monde, il y a eu beaucoup de discours qui montrent qu'aujourd'hui, il y a cette façon de ne pas donner la parole à la population. Parce qu'aujourd'hui, les manifestants demandent que la RFI soit rayée sur les stations qui émettent au Burundi. Donc aujourd'hui, ça montre qu'il y a toujours cette continuité de nuire au droit d'information et de communication. Cette radio était accusée d'avoir donné la parole à Mme Alan Kitse, l'accusée qu'elle est putschiste, qu'elle a participé à l'approche manquée de 2015. Il y a eu une manifestation qui est organisée au niveau de toutes les provinces pour contester le rapport qui a été sorti par International Crisis Group, où cette organisation s'inquiétait de la situation avant les élections et demandait qu'il y ait des négociations pour qu'il y ait la participation de tout le monde dans ces élections de 2020. Donc, soit montrer que l'opération ne participe pas de leur volonté, mais parce qu'il y a la peur. Et nous avons marqué que parmi ces manifestants, même si ce sont les membres de la société civile, ce sont les jeunes affiliés au parti CNDD-FDD, mais aussi les membres des partis au pouvoir. Aussi, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de réunions. Par exemple, à Makamba, il y a eu la réunion de 22 provinces qui demandait à tous les chrétiens, à tous les fidèles des églises de la province de prendre les audios qui sont donnés par les pasteurs et d'autres qui enseignent la parole de Dieu. Parce qu'il y a eu une réunion sur toutes les communes du pays où il y avait l'ordre des jours de voir l'état du parti et aussi voir si le président actuel va se représenter encore une fois. La paix ne gagne pas l'opposition, mais aussi les membres de ce parti au pouvoir. Et quant aux 2 personnes récemment sauvagement tuées par les agents de sécurité accusés de vol, Gervais Nibigira dit que cela montre toujours la détérioration du droit de l'homme au Burundi, encore une fois, on le suit. Il y a eu des tueries la semaine passée où 2 personnes ont été tuées devant l'opération alors qu'ils sont accusés d'être des voleurs. Normalement, si quelqu'un est accusé d'un crime quelconque, il doit passer devant la justice. S'il est coupable, il doit être puni selon la loi. Mais nous avons remarqué qu'il y a eu ce qu'on appelle l'exécution extrajudiciaire. Donc, normalement, la police qui était là, qui avait pris ces personnes, devait les transmettre devant la justice pour que la justice soit le premier garant de l'indépendance et de l'opération aussi. Nous avons remarqué que ces personnes-là ont été tuées devant tout le monde, devant la jeunesse, devant les membres du parti au pouvoir. Mais ce qui est grave aujourd'hui, celui qui a tué ces personnes, les accusés de vouloir échapper, est toujours libre. Alors que ces personnes-là ont été tuées, étant ligotées, une personne qui est ligotée ne peut pas, en aucun cas, courir ou échapper devant la police qui était là en nombre suffisant. Comme il commence à dire que les prisons sont remplis, toute personne qui sera accusée de tel crime sera assassinée devant tout le monde. Donc cela montre que depuis 2015, il y a eu beaucoup de tueries extrajudiciaires et cela n'a été inquiété personne. Justice à présent, une nouvelle plainte contre le gouvernement burundais vient d'être déposée auprès de la Cour de l'EAC. Il s'agit du collectif des avocats Kavib qui a porté plainte suite à la saisie des biens des opposés par l'État. Voici les explications de Maître Syriac Nibitegeka, membre du Kavib. Voilà, nous avons déposé cette communication-là au niveau de la Cour de la communauté est-africaine parce que le pouvoir de Bujumbura, le pouvoir de Pierre Nkurunziza, à travers le parquet général de la République et la présidence de la Cour suprême, ont pris une décision de spolier les biens de certaines personnes, de l'opposition et de la société civile, et certains officiers de l'armée et de la police. Et cette spoliation a été faite effectivement en violation de toutes les garanties essentielles qui sont reconnues par la Constitution de la République du Burundi, notamment en matière de protection de la propriété et en matière de garantie du droit à un procès équitable. Donc voilà, on a décidé de référer cette affaire-là à cette cour, qui est une cour indépendante, parce que la justice burundaise, pour le moment, ne pouvait pas instruire ce dossier-là. On ne pouvait pas soumettre ça à la justice burundaise, parce que c'est une justice qui n'est pas du tout indépendante, qui sert
les intérêts du régime en place. Et nous espérons que la Cour va nous donner raison, parce que les violations de cette décision-là violaient de façon flagrante des garanties essentielles. Et nous avons demandé en effet à ce que la Cour annule la décision et accorde des dommages et intérêts aux victimes. L'OCAVIB demande par ailleurs à la Cour de l'EAC d'indemniser et de protéger les familles de ceux dont les biens ont été spoliés par le gouvernement burundais. Encore une fois, Maître Syriac Nibitang. Les attentes, d'abord, on a demandé à ce que l'affaire soit instruite de façon urgente pour éviter que les familles de ces personnes-là dont les biens ont été saisis en subissent des conséquences. Et donc nous espérons que la Cour va instruire le dossier avec célérité. Et nous espérons aussi obtenir des dommages et intérêts pour ces personnes-là. Mais surtout, nous voulons qu'un message soit lancé à ces personnes-là du pouvoir judiciaire qui sont utilisés par le parti au pouvoir, que même si la justice burundaise a dévié de sa mission essentielle, c'est-à-dire celle de rendre justice à la population, il y a quand même des structures au niveau régional et au niveau international qui vont ici player. Et nous en appelons effectivement à la responsabilité de ces personnes-là, à la prise de conscience de leur mission essentielle. Parce que, surtout, demain, l'histoire leur demandera des comptes par rapport à ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Enfin, avant de clore ce journal, les écoliers et les élèves burundais réfugiés dans la ville d'Ombarara, l'un des centres urbains de l'Ouganda, s'intègrent peu à peu au système éducatif ougandais. L'anglais ne leur aura pas facilité la tâche. Le mini-magazine au cœur de la société de ce 13 juillet 2019, produit et présenté en synergie par les radios RPA. Nzamba Gatega Kawi, la télévision Renaissance, a été en contact avec ses enfants 10 pays en exil. Le point avec Thierry Biginidavi. Mbarara est une des villes de l'Ouganda où les Burundais ont trouvé refuge depuis l'éclatement de la crise de 2015. Plusieurs écoliers et élèves burundais fréquentent les écoles de cette région. À l'école International Window School, sur un total de 556 élèves, 86 sont burundais. Clean and Scandal School, quant à elle, compte 600 élèves, dont 52 sont burundais. Les élèves burundais contactés par la synergie des médias disent qu'ils commencent à s'adapter petit à petit, même si l'anglais les cause toujours des ennuis. Selon ces élèves, il n'est pas facile de prendre de notes dictées en anglais quand on a évolué dans le système francophone où souvent l'on copie ce que l'enseignant écrit au tableau. De plus, il y a des fois où un enseignant donne des explications en kinyankore, langue locale de cette région sud-est de l'Ouganda. Ainsi, les élèves burundais ne se retrouvent pas. Selon Niganzwa Ferdinand, enseignant du français dans certaines écoles d'Ombarara, les écoliers et les élèves burundais du cycle inférieur s'adaptent facilement malgré les conditions de vie peu enviables. Ce qui n'est pas le cas pour les élèves du cycle supérieur qui font face à des difficultés énormes. Dans le système scolaire ougandais, les élèves du cycle supérieur choisissent 3 cours d'option qui feront l'objet de l'examen d'État à la fin du cycle. La difficulté de la langue ne permet pas aux ressortissants burundais de choisir les options qui les intéressent. Ils se rabattent sur des cours assez simples qui ne nécessitent pas une rédaction à cause du niveau bas dans la langue anglaise. Même s'il n'existe pas de statistiques pour le moment, Niganzwa Ferdinand estime que le taux de réussite des élèves burundais en Mbarara n'est pas satisfaisant. Il souhaite des cours de renforcement en anglais pour des réfugiés burundais qui veulent poursuivre les formations scolaires en Ouganda. Selon le rapport publié au mois de mars 2019 par le Centre de renforcement de l'éducation et du développement de la jeunesse Crédé Jansig, 57% des enfants burundais réfugiés en Ouganda n'ont pas pu continuer leurs études. 47% seulement ont eu la chance de reprendre le chemin de l'école étant en exil. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que prend fait ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir et au prochain rendez-vous.